Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Cathy Lehec, directrice des sources d'eau minérale chez Danone. Comment le groupe gère et protège ses eaux? Que pense-t-elle du scandale qui touche ses principaux concurrents? Réponse dans une minute. Dans notre débat, on parlera de la santé auditive au travail. Les nuisances sonores affectent de plus en plus le salarié. On verra comment les protéger. Et puis dans notre rubrique Startup, vous découvrirez Beans, plateforme de e-commerce et de livraison anti-gaspi. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Cathy Lehec. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice des sources d'eau minérale du groupe Danone. Déjà, on va expliquer c'est combien d'eau, de marques et puis leurs caractéristiques aussi. Oui, alors effectivement, mon métier, c'est préserver 4 ressources qui sont des marques iconiques. Donc, Evian, Volvic, Badois et la Salvetat. Donc, ce sont des grands crus de notre terroir français. Ce sont des eaux minérales qui sont issues de terroirs. Alors, Evian dans les Alpes, Volvic en plein cœur de la chaîne d'Auvergne, donc dans le Puy-de-Dôme. Et puis 2 marques qui sont naturellement gazeuses, Badois au cœur de la Loire, et puis la Salvetat dans l'Hérault. Comment vous les protégez, ces sources? Alors, effectivement, donc notre métier de minéralier ne consiste pas uniquement à mettre de l'eau en bouteille. Notre premier métier, c'est la protection. Et ça, c'est majeur parce qu'en fait, les eaux minérales, elles répondent à des critères extrêmement stricts en termes de qualité. En fait, on va dire que dans toutes les eaux que l'on peut consommer, c'est le plus haut niveau, comme je dirais aux Jeux Olympiques, ceux qui ont la chance de monter sur le podium. Et bien voilà, ce sont des eaux minérales qui ont ces caractéristiques-là. Alors, avec un bénéfice pour la santé? Avec un bénéfice pour la santé. Donc, ce sont des eaux, nos eaux chez Danone sont reconnus par l'Académie des sciences, justement pour leurs bénéfices, avec une eau comme Evian qui est faiblement minéralisée, qui est vraiment adaptée, qui est recommandée pour les bébés et les femmes enceintes, parce que c'est une eau qui peut être bue tous les jours et par tous. Et puis des eaux comme Badois, la Salvetat, qui sont des eaux plus minéralisées et qui vont du coup plutôt correspondre aux sportifs ou aux moments de plaisir. Ouais. Donc il y a vraiment une caractéristique, une définition d'une eau minérale naturelle qu'il faut protéger. De quel risque? Des contaminations des sources par, je sais pas, les pesticides, les intrants, des rejets industriels? De quel risque il faut les protéger? Alors, il faut les protéger déjà parce que ce sont des eaux qui sont 100% naturelles, qui bénéficient en fait d'une protection et elles sont issues en fait des roches particulières qui sont dans le sous-sol. Et donc, c'est déjà ce niveau de protection naturelle, il est lié au fait que les roches qui sont présentes vont du coup à la fois leur donner leurs minéraux, mais vont les purifier. Et sur les territoires où ces eaux donc prennent naissance, donc c'est de l'eau de pluie qui tombe sur des territoires et cette eau va ensuite circuler pendant plusieurs années et être en interaction avec les roches. Et donc, c'est l'eau qui va émerger de ces sources d'eau minérale. Ce sont des eaux en fait qui sont avec une composition en minéraux qui est toujours stable et qui sont naturellement pures, c'est-à-dire absentes de tout risque microbiologique. Et en fait, notre métier, c'est de s'assurer que rien déjà ne vienne perturber ce cheminement dans le sous-sol. Et puis, je dirais, le deuxième niveau de protection, c'est que sur les territoires que nous appelons les impluviums, ces territoires où les eaux de pluie vont s'infiltrer et recharger la nappe, eh bien, il y a de la vie. Il y a des villages, il y a de l'agriculture, des forêts, etc. Et donc, on a fait le choix, chez Danone, il y a plus de 30 ans, de développer vraiment un savoir-faire et de travailler avec les acteurs du territoire. Ça veut dire si on prend les agriculteurs, vous les aidez à avoir une agriculture avec moins d'intrants, par exemple, de la qualité de l'eau. Et pour cela, en fait, on a créé une association qui réunit tous ces acteurs. Et effectivement, l'objectif, c'est, alors vous parlez d'agriculteurs, c'est permettre à l'agriculteur de continuer à vivre de son métier. Donc, ce sont des éleveurs. Et en même temps, d'aller rechercher avec eux un niveau d'excellence dans les pratiques pour à la fois que ça leur permet de, certes, nourrir leurs troupeaux,
mais de protéger l'eau et l'environnement. Alors un exemple concret, nous avons développé sur les territoires des formations pour les agriculteurs dans un souci de protection du sol et du coup de modification de façon de cultiver ce sol. Et aujourd'hui, sur l'ensemble des territoires des sources, Evian, Volvic, Badois et la Salvetat, c'est plus de 96% des surfaces agricoles des agriculteurs engagés qui sont sans pesticides. Ouais. Donc, ce qui montre en fait qu'on peut concilier une agriculture dynamique et une protection de l'eau. Le fait que ce soit une source d'eau minérale naturelle, est-ce que ça limite les capacités de production? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est une croissance pour ces marques qui est forcément limitée? Alors, quand on gère des ressources d'eau, comme on le disait, ce sont des ressources naturelles. Ce sont vraiment des ressources qui font partie du patrimoine français. Il y en a d'ailleurs très très peu en France, tellement leur niveau de qualité, leur niveau d'exigence est élevé. En fait, ces ressources, elles ne sont pas à l'infini. Elles ne sont pas extensibles à l'infini. Elles ne sont pas extensibles à l'infini. Et donc, justement, notre métier et notre première responsabilité en termes d'embouteilleurs, c'est de connaître, en fait, à la fois le territoire sur lequel les eaux vont pouvoir recharger ces ressources, mais également de définir comment, dans un changement climatique, l'évolution de la recharge pourrait avoir lieu et du coup, quelle quantité on peut prendre pour respecter ce renouvellement naturel de la nappe. Et donc, notre première responsabilité, c'est celle-ci aussi, c'est la pérennité. Mais voilà, je tiens à préciser que ce sont des quantités qui sont extrêmement encadrées par les services de l'État. Alors, je vous pose cette question justement parce qu'il y a ce scandale des eaux minérales qui touche Nestlé Waters et Alma, qui sont vos deux principaux concurrents. Je vais juste citer un extrait d'un rapport de la DGCCRF, de la Direction de la répression des fraudes. Mélange non autorisé d'eau de plusieurs sources exploitées par une même usine. Mélange occasionnel avec l'eau du réseau. Injection de sulfate de fer. Filtration de l'eau UV, pratique de microfiltration non autorisée. Ça vous inspire quoi? C'est de la fraude, tout simplement? Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que les critères qui définissent l'eau minérale, ils sont très précis, ils sont très clairs. Et vous affirmez que chez Danone, nos marques, nos ressources en eau respectent ces critères, ils sont conformes en fait aux critères de qualité de l'eau minérale. Et en fait, donc pas de ça, ces procédés que vous pouvez promettre à vos clients que vous n'utilisez pas ces procédés? C'est totalement conforme à la réglementation et aujourd'hui en fait, ce niveau de qualité, il a été rendu possible par toutes ces années d'implication pour la protection des territoires où viennent les sources, mais même au-delà, sur vraiment tout un enjeu de suivi de nos points de captage et également tout le suivi analytique que nous avons. Il faut savoir que, par exemple, un site comme Evian ou Volvic, sur chacun des sites, c'est plus de 300 analyses par jour que nous effectuons. Mais j'entends vos arguments, mais je vois bien la tentation à laquelle vos concurrents auraient cédé. C'est-à-dire, on parlait de la croissance qui n'est pas infinie quand on vend de l'eau minérale naturelle. Là, voilà, tentation de mélange occasionnel avec l'eau du réseau, parce que ça permet de vendre de plus de bouteilles. Moi, je ne peux pas commenter ce qui les concerne eux. En tout cas, ce que je peux vous affirmer, c'est que, et c'est important de le définir, c'est comme je vous le disais, notre premier métier, c'est la protection, c'est ça. La protection de l'eau, c'est travailler sur tout le cycle du produit, de l'eau. C'est un produit qui est exceptionnel en termes de qualité. Moi, je voulais juste pouvoir rassurer si c'est nécessaire, confirmer en tout cas, c'est sûr, qu'il est possible de préserver ces ressources en eau en France avec une implication sur toute la chaîne d'évolution du cycle de l'eau. Vous n'êtes pas cité, Danone, ou les marques de Danone sont citées dans aucune de ces enquêtes. Est-ce que vous avez senti quand même un impact de ces scandales sur vos ventes ou une inquiétude de vos consommateurs? Beaucoup plus de questions. Alors, Evian, Volvic, aujourd'hui, ce sont des marques iconiques. On représente à peu près 15% des ventes du marché français. Donc, les Français sont très attachés à ces ressources en eau. Ce que l'on sait, c'est que il y a à peu près 73% des Français qui boivent quotidiennement de l'eau embouteillée. Donc, c'est une vraie responsabilité. Et donc, en fait, les marques Evian, Volvic, Badois et la Salvetat
résultats sont à la fois conformes et ont toujours ce niveau de qualité qui est Vous ne exceptionnel. répondez pas tout à fait à ma question. Est-ce qu'il y a eu plus de questions de consommateurs à la suite de ce scandale qui touche les autres, quoi? Parce que je voulais vous dire, voilà, le marché reste stable. Après, des questions, il y en a. Et je vous remercie d'ailleurs de me permettre aujourd'hui de pouvoir témoigner de la qualité de ces produits et surtout de ne pas faire l'amalgame entre des situations spécifiques et justement cette catégorie qui reste aujourd'hui, je tiens à le dire, voilà, le niveau d'eau le plus élevé en termes de qualité. Il nous reste une grosse minute. Je voudrais qu'on parle des conséquences du réchauffement climatique et notamment avec ces épisodes de stress hydrique récurrents de plus en plus nombreux. Vos sources d'eau minérale naturelle, elles sont concernées? Alors, déjà, le changement climatique, c'est une réalité. Il y a des années avec des périodes de sécheresse, et même si 2024 a été une année bien plus pluvieuse, avec des nappes qui sont beaucoup plus rechargées, le changement climatique est vraiment pris avec beaucoup d'importance pour nous, gestionnaires d'une eau et d'une ressource naturelle. Donc, on travaille, et dans mon équipe, j'ai beaucoup d'hydrogéologues, et notre premier métier, c'est justement celui-là. On travaille avec l'eau minérale est une ressource naturelle, donc ça évolue en fonction des pluies. Donc, face au changement climatique, on a à la fois accru la connaissance sur comment évolue le climat sur nos territoires. Et pour nous, l'enjeu, c'est donc, on a un débit maximum qui nous est accordé, mais de se situer toujours en dessous de ce débit maximum et d'adapter la quantité d'eau que l'on prélève en fonction des estimations que l'on a de l'évolution climatique sur nos territoires. Alors, ça se joue effectivement au niveau de l'adaptation de nos débits, mais c'est important aussi de dire que chaque goutte d'eau compte. Donc, on a également mené énormément d'efforts et d'investissements sur nos sites d'embouteillage pour être plus performants entre la quantité d'eau qu'on prélève dans le gisement et la quantité d'eau qu'on met dans la bouteille. Merci beaucoup, Cathy Lehec, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, la santé auditive au travail. Le débat de ce Smart Impact, on parle de la santé auditive au travail avec Sébastien Leroy. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, vous êtes coordinateur, porte-parole des campagnes de la Journée nationale de l'audition. Alain Boila, bonjour. Bienvenue à vous aussi. Bonjour Thomas Hugues. Directeur prévention du groupe Medipro, PMSM. Un constat pour commencer sur cette santé auditive au travail. 6 travailleurs sur 10 qui sont gênés, qui se disent gênés par le bruit au travail. Sébastien Leroy, est-ce que c'est un chiffre stable? Est-ce qu'on parle d'un phénomène qui s'aggrave? Alors c'est un phénomène qui s'aggrave puisqu'on a eu 10 points de plus entre 2024 et 2023. 10 points de plus d'actifs en poste de travail qui ont évoqué des gênes liés aux expositions sonores au travail. Ça peut avoir quelles conséquences? On parle de conséquences légères, mais aussi graves sur la santé psychologique au travail. De quoi on parle en fait? De nombreuses conséquences qu'on ne connaît pas tous encore suffisamment, et c'est notre rôle de transmettre cette information. Une personne sur 2 déclarent avoir des difficultés de compréhension de la parole ou qui a au moins un impact sur leur santé auditive liée aux expositions sonores au travail. Qui dit impact, le premier impact, le risque de surdité. En fonction des constitutions personnelles, les expositions sonores au travail, sur l'ensemble de la durée du travail, peut effectivement amener la survenue de sifflements, bourdonnements, qui sont appelés des acouphènes. Le phénomène également de bruit amplifié à l'intérieur de la tête, qui est un symptôme auditif qui s'appelle l'hyperacousie. Et puis, le déclenchement précoce de surdité, beaucoup plus précocement que ça n'aurait pu, qu'on appelle la presbyacousie. Et puis, on parlera des conséquences psychologiques parce qu'elles sont importantes aussi à détailler. Peut-être, Alain Boila, un mot de cette offre de service que Medipro PMSM propose. De quoi on parle? En fait, d'abord, nous sommes un groupe qui travaille autour de la prévention santé, notamment à un niveau important, puisque on est l'un des leaders en termes de présence d'infirmerie externe dans le milieu professionnel. Donc, on est bien entendu concerné en direct quand dans les infirmeries d'entreprise, c'est des sujets qui font partie de ça. Et puis également parce que comme on travaille autour de ce qu'on va appeler la santé au travail, c'est-à-dire tout ce qui est QVCT, qualité de vie, conditions de travail. Et puis également, on travaille aussi pour accompagner nos clients sur la partie de la responsabilité, la RSE, la responsabilité sociale et sociétale. Et on est bien, au travers de ce que donne notre ami Sébastien, on est bien sur un sujet social et sociétal. Donc on va en même temps s'intéresser à des sujets de problématiques d'audition dans le milieu professionnel,
mais également, finalement, on va aussi s'intéresser dans le milieu personnel des personnes, puisque quand vous sortez du cadre professionnel, vous écoutez, et vous, dans votre métier, l'audition et l'écoute, ça fait quand même... Et oui, c'est un élément important, vous avez bien raison. Est-ce que vous avez un indice, ou quels indices de votre côté, dans votre entreprise, vous avez de cette aggravation des conséquences médicales du bruit au travail? En fait, les traductions qui peuvent s'en faire, c'est notamment soit on peut avoir des phénomènes d'absence, des personnes qui vont s'absenter parce qu'elles ont des soucis d'audition, on peut avoir de l'accidentalité du travail, on peut avoir des problématiques autour de la problématique psychologique, c'est-à-dire des gens qui en effet vivent les choses difficilement et peuvent également... socialement, s'éloigner du milieu social, parce que quand vous entendez moins, quand vous avez beaucoup, ces éléments font que, en termes d'organisation du travail et de performance sociale, ça a un impact. Alors justement, sur cet aspect psychologique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a un risque d'isolement, voire de, je sais pas, peut-être de burn-out ou de dépression. On peut lier les deux? Alors aujourd'hui, de plus en plus, des études vont poindre pour démontrer scientifiquement, mais effectivement, il y a un lien entre perte auditive ou difficulté auditive. On vit tous une difficulté auditive au cours de la journée. Notre oreille fatigue au cours de la journée, ce qui amène les difficultés de concentration en milieu d'après-midi, etc. Et donc ça a un impact sur la santé mentale et donc psychologique aussi, et des pertes de performance. Le stress de performance va augmenter. Il faut savoir que la saturation sonore va augmenter la charge cognitive. C'est-à-dire la capacité de traitement de l'ensemble des informations par le cerveau. À partir du moment où l'oreille fatigue ou qu'il y a une perte auditive non repérée ou repérée, on va être tous en difficulté et surtout les cerveaux vont être tous en difficulté pour décoder facilement, rapidement l'information sonore. Et c'est là où ça se joue. Alors, dans cette émission, on aime bien à la fois faire le constat et puis être positif, proposer des solutions. Et évidemment, les uns et les autres, vous y avez réfléchi. Votre association, Sébastien Leroy, elle fait des recommandations. Si on est, ceux qui nous écoutent, chefs d'entreprise, cadres dirigeants, chargés notamment de la qualité de vie au travail, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place? Alors, il y a plein de solutions, heureusement, pour être positif. Et puis, il y a plein de préventeurs, de directeurs, etc., qui mettent en place des solutions qui prennent en compte aussi la santé auditive dans la question de la QVT, de la RSE également, et puis bien entendu que des politiques RH et de sécurité au travail. La première, c'est de prendre en compte cette question des effets du bruit. Alors au-delà de 80 décibels, il y a des mesures qui sont imposées, qui sont réglementaires et qui sont suivies par les entreprises. La réduction des émissions sonores à la source, qui est la priorité dans la loi de santé au travail. Ensuite, équiper les salariés de protecteurs individuels contre le bruit lorsque le bruit est au-dessus de 80 décibels. Et là, il y a encore un effort à faire dans le port des protecteurs. Et en dessous, dans nos univers d'open space, de télétravail, de prendre en compte les besoins physiologiques de l'oreille, les équilibres naturels, pour éviter tous les impacts. Et là, est-ce qu'il y a une, pardon de vous interrompre, est-ce qu'il y a une formation, vous voyez, parce que là, moi, je découvre des choses avec vous et j'imagine que beaucoup de nos téléspectateurs et téléspectatrices les découvrent aussi. Est-ce que parfois, on découvre ce risque? Vous avez vos interlocuteurs qui disent « Ah, mais j'étais pas au courant et donc je m'y attaquais pas, d'une certaine façon ». Est-ce que ça doit commencer, je peux poser la question différemment, par une sorte d'audit sonore de ce qu'est une entreprise et des nuisances que ça provoque? Effectivement, dans les programmes de QVT et de sécurité au travail, il y a des mesurages effectués, des cartographies du bruit dans les industries et dans ces secteurs, et puis des mesurages du bruit pour aménager les open space et améliorer les conditions de travail sur l'open space. Là où on a encore des efforts à faire, c'est cette reconnaissance de l'oreille comme un déterminant de santé, parmi les déterminants de santé, avec des impacts sur la performance, sur la vitalité des salariés, et puis sur le risque santé. Et ça, dans les programmes de QVT, on a à intégrer cette connaissance. Et effectivement, malheureusement, l'oreille, quand on parle d'audition, c'est les personnes âgées, c'est la surdité profonde. Non, c'est aussi au quotidien notre oreille, communiquer, c'est-à-dire bien communiquer, et la performance cognitive. Les solutions que vous proposez à votre niveau, Alain Bouella, si on parle, je sais pas, de solutions acoustiques, par exemple, donc là, on a eu que les protections individuelles, mais on peut améliorer le
niveau sonore d'un espace de travail assez facilement? Est-ce que ça coûte cher? Plein de questions en une. Oui, j'entends. Alors déjà, il y a un élément important quand même sur l'audition, c'est que tout ce qui est perdu n'est pas récupérable. Ouais. Contrairement à certains phénomènes où vous parlez des capacités de récupération, là, vous le perdez. Donc, c'est quand même pas un sujet neutre. Ça, c'est un premier point, ce qui fait que les éléments à prendre en compte sont importants. Alors, bien entendu, on va les prendre au niveau aussi dans l'univers professionnel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans l'univers professionnel quand même, et ça faut le souligner aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses de faites en termes de pays, il y a beaucoup d'équipements déjà faits. Ouais. Il y a bien entendu des compléments à faire en termes qu'on peut s'apercevoir de difficultés sur le terrain, c'est d'aller découvrir le terrain et mettre en place des dispositifs acoustiques complémentaires, par exemple des bulles d'insonorisation, d'améliorer les équipements. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'au niveau de l'entreprise, il y a quand même pas mal de choses de fait. Il y a un autre élément qui n'est pas neutre à prendre en ligne de compte, peut-être en complément sans sortir du sujet, mais on est parfois moins bien couvert à niveau personnel qu'on est couvert dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que finalement, on faire aussi attention chez soi. Et c'est aussi ça l'enjeu, général. Mais quand on va à un concert, quand on va à une fête chez des copains, même quand vous écoutez vos propres écouteurs chez vous, ou quand on écoute de la musique. C'est la réalité. Vraiment considérer l'ensemble de la dose. Exactement. Par contre, mais est-ce qu'il y a, une notion aussi de sensibilisation? Parce que on peut proposer des protections individuelles dans une entreprise, et puis, ou alors on va peut-être se sentir gêné, se dire moi j'ai pas envie de montrer à mes collègues que je commence à avoir, je sais pas, des acouphènes, que ça devient plus compliqué quand je participe à une réunion, j'entends moins bien quand tout le monde parle en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'en parle pas, quoi. C'est pour ça que dans les approches, on va faire tout souvent des approches différentes. Ça va être de la sensibilisation et de l'information, mais c'est aussi des démarches de bilan individuel proposées. Et là, dans le milieu professionnel, on peut proposer des bilans individuels qui permettent aux personnes d'aller elles-mêmes s'auto-tester et d'avoir une information pour être orientées vers un professionnel de santé complémentaire pour avoir un appareillage adapté. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que vous avez créé il y a une semaine de la santé auditive au travail. C'est chaque année, c'est l'occasion de faire passer ces messages. Effectivement, chaque année, nous organisons depuis 10 ans la campagne semaine de la santé auditive au travail pour vraiment informer, sensibiliser, réaliser également des dépistages de l'audition, puisqu'un Français sur 2 n'a encore jamais dépisté son audition. Beaucoup de craintes aussi de découvrir qu'on a une éventuelle perte auditive, mais le dépistage sert aussi à de la prévention primaire. On n'a pas forcément un problème à l'issue du dépistage, mais découvrir comment mon oreille fonctionne, etc., c'est aussi un moyen de faire cette prévention. On a besoin, effectivement, de levier comportemental, d'informer et de changer le comportement, parce qu'il y a quand même une recherche d'être plutôt dans le bruit que dans, non pas le silence pour l'oreille, le calme sonore. Le calme sonore, c'est 30 décibels. 30 décibels. 30 décibels, et selon l'indication de l'OMS sur les environnements de travail, d'être le plus possible autour de 45 décibels. Ce qui est difficile, parce que quand on discute à 2, déjà on est à 50. Donc là, en ce moment, on est à... Moi, je parle un peu fort, en plus, on est au-dessus de 50, c'est ça? D'accord. Effectivement, donc c'est quand même difficile. Donc c'est une préconisation, bien entendu. Mais l'idée, c'est tous ensemble, individuellement, collectivement, parce qu'il peut y avoir, et il y a dans toutes les entreprises, toutes les mesures prises en compte par l'acoustique, etc. Mais il y a le levier comportemental. Et puis surtout, le risque, c'est, comme on voit sur les open space, c'est de porter des écouteurs avec de la musique choisie. Écouteurs ou le casque de travail avec de la musique choisie à volume modéré. Ça reste de la sollicitation des cellules sensorielles de l'oreille. Donc ça reste une dose parmi l'ensemble de la dose. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart. For Change, on passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Louis Paulet, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes le cofondateur de Beans, créé il y a 1 an avec Inès Sanchez Castillo. C'est quoi le déclic, l'idée de départ? Déjà, c'est une rencontre avec Inès et une expérience précédente déjà en start-up et en food tech où on a pu voir de nos propres yeux le fléau du gaspillage alimentaire dans l'ensemble de la chaîne. Et donc, à deux, passionnés par cette industrie, on a voulu agir et entreprendre pour plus d'impact en créant Beans, un acteur dans la lutte contre le gaspillage. Alors, comment ça marche? C'est quoi Beans? Alors, on travaille avec les industriels, des produits de grande consommation, alimentaires, mais pas que, comme Michel Augustin, Danone, Bonduelle. On va récupérer leurs invendus et leurs surstocks, qu'on va revaloriser sur notre site e-commerce et les proposer à la vente en B2C dans toute la France, jusqu'à 50% moins cher.
jusqu'à 50% moins cher. Alors déjà, il y a le constat, les surstocks, c'est si important que ça? Alors oui, et justement, l'idée de Beans aussi, c'était de se consacrer sur cette verticale des industriels, donc une étape en amont des distributeurs qu'on connaît parce qu'on y fait nos courses, parce que le volume est là, il y a un peu d'acteurs, mais ils ont également des surstocks pour plein de raisons absurdes, comme des changements de packaging, des dates courtes, des changements de recettes, des innovations arrêtées, tout ce tas de raisons qui fait qu'aujourd'hui, ces acteurs déstockent et ne peuvent plus détruire, sinon avant c'était directement à la poubelle. Oui, c'est ça, c'était détruit. Hein. L'alternative, c'est la destruction. Exactement. Alors aujourd'hui, il y a des lois qui sont en train d'être passées et qui poussent les industriels à s'engager dans cette démarche anti-gaspi. Donc nous, on leur propose ce canal de distribution qui les rassure parce qu'on s'engage dans la même mission qui est l'impact et qui est l'anti-gaspillage. Et donc avec nous, on a grossi durant cette année 2024. Et on va revenir sur ce bilan, mais si on fait un peu la gamme, c'est des produits alimentaires. Il y a du frais aussi, ou c'est que du sec, c'est quoi? Alors on a décidé de se consacrer exclusivement sur des produits secs, alimentaires au début. Donc on va retrouver de l'épicerie sucrée, salée, mais également des boissons. Et puis on a également ouvert récemment d'autres catégories, des produits d'hygiène, ménager, la maison, et puis des catégories également pour l'enfant et le bébé. Sur l'alimentaire, comment vous gérez les dates de péremption? Alors, on se consacre essentiellement sur les dates de durabilité minimale, donc les DDM. Aujourd'hui, c'est dates courtes, puisqu'on est une étape en amont des acteurs de distribution. C'est des dates encore assez longues. Donc, il y a des systèmes de contrat-date, mais en général, les produits chez nous ont encore entre 2-3 mois jusqu'à 1 an de disponibilité sur le packaging. Et puis, on peut encore il n'y a aucun risque sanitaire, donc on est aussi en mesure de les proposer date dépassée, parce que ça ne touche pas à la santé des individus. Le modèle économique, c'est quoi? Alors, le modèle économique, on rachète ces surstocks très peu cher, ce qui nous permet de marger suffisamment tout en faisant profiter nos consommateurs de remises jusqu'à 50%. C'est un modèle vraiment gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour l'industriel parce qu'il trouve avec nous une débouchée, une alternative saine. Gagnant pour le consommateur parce qu'on est aussi dans un contexte inflationniste du pouvoir d'achat et donc ce consommateur peut faire des économies. Et puis gagnant pour nous parce qu'on a trouvé, je pense, un modèle sain et viable qui nous permet et voilà, exactement, et qui permet d'appréhender l'année 2025. Parce que là, vous avez 1 an d'existence, donc quel bilan vous faites? Combien de produits sauvés, en quelque sorte? On peut faire ce bilan-là, quoi. Exactement, donc on a démarré très fort, on a envoyé des milliers de box dans toute la France, on a sauvé plus de 200 000 produits déjà à date, donc c'est considérable, on travaille avec plus de 70 industriels, et donc on vient de clôturer cette année assez fiers de l'impact qu'on a eu, et puis maintenant, on se concentre pleinement sur 2025. Avec une question, puisque vous êtes dans une logique de e-commerce et donc de logistique, de livraison, quel choix de logistique vous avez fait? Alors aujourd'hui, on a un entrepôt de 1000 m² à Conflans-Sainte-Honorine, où on reçoit les produits qu'on stocke, et puis on a un partenaire de livraison avec lequel on travaille, qui vient chercher les box, et on livre en 2-3 jours ouvrés dans toute la France. Et je repose la question parce que le bilan carbone de la logistique, c'est souvent ce qui pèse sur une entreprise. Vous y travaillez à ça? Alors on y travaille déjà dans toutes les étapes de la chaîne logistique, de l'entrepôt, mais également dans l'externalité qu'on a avec notre partenaire logistique. On a pour des solutions bas carbone. Et puis aujourd'hui, l'impact se situe aussi dans le gaspillage alimentaire. Et puis les solutions qu'on utilise sont au cœur de nos choix. C'est considérable. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Bon vent à Beans. À très bientôt sur le plateau de Be Smart for Change. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.